à Bernard Anus. Brigitte Estève Belbeau donne son pouvoir à Patrice Boisson. Alors, ensuite sont avec nous Bernard Anus, Christiane Perriot, José Florent Rodriguez. J'ai où José? Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas arrivé. Ah si, c'est mon José. Sylvie Gauthier me donne son pouvoir, parce que dans un cas de Covid, on peut avoir donc deux pouvoirs. Christine Baudet est en visio. Bonjour Christine. Florence, c'est 4 heures. Alors, Patrice Boisson est avec nous, Brigitte, tu es avec nous, Johan, oui, Bernadette Boulin donne son pouvoir à Yannick Laurent, Valentin Rougier donne son pouvoir à Yannick Laurent, Aurélie Pinault est en visio, Dominique Verrier, je le vois, il est en visio. Bonjour Dominique. Céline Laurent donne son pouvoir à Nadège Scolaire, Stéphane Cornet donne son pouvoir à Florent José Rodriguez, Carole Plédran donne son pouvoir à Nadège Scolaire, Jonathan Munoz est avec nous, Dominique Daigle donne son pouvoir à Jonathan. Yasmina Yukako qui donne son pouvoir à Jonathan. Romuald est avec nous. Jean-Hubert Lelièvre, Émilie Richaud. Richard Ferchaud donne son pouvoir à Émilie Richaud. Florence Pêche-Vie est en visio. Bonsoir Florence, bon appétit. Et Damien Bertrand est avec nous. Voilà. Merci en tout cas de votre présence à toutes et tous. Bien, un conseil municipal un peu plus court que le dernier. Et à l'ordre du jour, comme vous l'avez vu, le premier rapport, donc c'est le compte-rendu annuel à la collectivité dans le cadre de la convention entre l'établissement public foncier et la ville de Cognac. Voilà, et je vais laisser la parole, si vous voulez, parce qu'on l'a convié à cette réunion, à M. Herry, voilà, de l'établissement public foncier régional. On a fait un petit point tout à l'heure dans mon bureau, et il va vous dire un petit peu où nous en sommes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Alors le but de présenter voilà, les interventions de l'EPF à l'échelle de la Convention Centre-Ville, où on a des interventions foncières depuis quelques années, et également sur le site de l'ancien hôpital. Donc je vais commencer. La première opération. L'ancien site Litobru, qui est situé rue Plumeau, donc dans le centre-ville de Cognac, et pour lequel, à l'origine, il y avait un projet plutôt porté par Nexity, qui est un projet de logement. Le projet a changé, aujourd'hui le projet sera plutôt à dominante communautaire. Aujourd'hui, nous, on a un engagement financier global à l'échelle de cette opération à hauteur de 678 000 €. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont engagées entre le PF, la ville de Cognac et la comité d'agglomération de Grand Cognac pour céder le site, du coup, à la communauté d'agglomération pour un projet plutôt à dominante culturelle, en l'occurrence. Donc, il y a une rétrocession qui pourrait être envisagée à hauteur de 570 000 € dans les prochains mois, même si ce projet est aujourd'hui en maturation, même de finalisation au niveau de la communauté d'agglomération. La seconde grande opération, parce qu'il y en a trois grandes, on va dire, sur le centre-ville de Cognac, est l'opération qu'on appelle l'opération Carré Blanc, donc, qui est à l'intersection entre la rue du Canton et la rue principale, la rue Aristide Briand, donc qui a concerné l'acquisition de 2 propriétés bâties. Dans le cadre d'Action Cœur de Ville, hein, clairement, avec la volonté politique de redynamiser l'artère commerçante, avec un redéploiement d'activités commerciales en rez-de-chaussée et le déploiement d'une offre en logement aux étages de ces 2 propriétés bâties. Et aujourd'hui, c'est le projet, on va dire, le moins avancé dans les études, même si les études sont en cours, avec la SEM Territoire Charente, en l'occurrence, qui va présenter l'avancée de ces études ce mois-ci à la ville de Cognac et à ses élus et à ses services, avec une perspective de rétrocession à terme du coup à cette SEM Territoire Charente par le PFNA, pour un projet, comme je l'ai dit, un projet mixte, hein, commerce et logement, et avec aujourd'hui un engagement financier pour cette opération qui est de 357 000 €. Voilà. Et la dernière opération phare concerne toujours la rue Aristide Briand, ce qu'on appelle l'ancien doyenné, donc qui est une propriété quand même assez majestueuse et patrimoniale en plein cœur de ville, avec
il y a eu plusieurs projets sur ce site dans le temps. Il y a eu notamment un projet d'un cinéma à un moment donné qui avait été évoqué. Bon, finalement, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, le projet serait plutôt un projet traditionnel dans le cas d'Action Culturelle, avec des déploiements de surface commerciale en rez-de-chaussée et aux étages de la propriété. Mais avec un engagement financier qui est à 341 000 euros et des contrats qui sont prévus pour une rétrocession. Projet dans le cadre que j'ai cité, commerce en rez-de-chaussée. Pour des projets plutôt d'élargissement de voirie ou élargissement de trottoir ou création, permettre la création d'un giratoire notamment. C'est le plafond que vous voyez ici en dessous, et pour lesquels aujourd'hui voilà, il y a eu un petit coup d'accélérateur qui a été mis depuis quelques mois notamment pour envisager des rétrocessions qui sont en cours. Pierre Marcel, en l'occurrence, des propriétés bâties en plein cœur de ville aussi. Et autrement, les autres sessions, qu'on appelle les sessions boulevard Oscar Plana, sont également en cours, bon, soit à la ville et à un particulier pour les habitations, parce que chaque fois, ça concernait une habitation et de l'espace public. Et du coup, pour conclure, pour cette première convention, donc il y a la convention centre-ville que je viens de vous détailler un petit peu les différentes opérations. Aujourd'hui, on a un solde financier, c'est-à-dire un engagement financier, pour parler plus clairement, qui est d'1 543 000 euros, avec une échéance de convention qui est aujourd'hui fixée à fin 2022, mais qui pourrait être prorogée selon l'avancée des projets. Je pense notamment au projet de Carré Blanc, qui aujourd'hui est en phase de réflexion par la commune, mais qui n'est pas très avancée, pas encore tranchée politiquement en tout cas. Donc voilà, c'est une date qui est fixée, mais qui pourrait être prorogée dans le cas où on aurait quelques complexités dans le cadre de l'avancée de certaines opérations. Voilà. En tout cas, pour cette première convention sur centre-ville, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Bon. Ok, bon, on passe à l'hôpital. Pas de souci. L'hôpital, bon, vous devez forcément connaître ce dossier, la convention hôpital, qui est une convention assez ancienne aussi, qui date de quelques années, qui avait un montant plafond d'engagement financier pour le PF à 8 millions d'euros et qui a une date d'échéance, elle aussi, à 2022, mais plutôt à l'été 2022 en l'occurrence. Alors, c'est un site, comme vous le savez, qui a été acquis par le PF au cours de l'année 2017, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été en grande partie démoli, avec notamment les biens qui avaient le moins de valeur, forcément, et qui a aussi fait l'objet d'importants travaux, de ce qu'on appelle des travaux de clos couverts, sur les bâtiments patrimoniaux en l'occurrence. Des travaux de clos couverts qui d'ailleurs ont été réceptionnés ce mois-ci. Donc on arrive un petit peu à la fin d'un chantier qui a duré quasiment 4 ans. C'est pas anodin. Et aujourd'hui, on est en plein dans les phases maintenant de rétrocession, parce que c'est vrai que les projets malgré tout avancent, et des rétrocessions qui parfois aujourd'hui ont été actées. Donc il y a notamment le siège communautaire de Grand-Cognac, qui est d'ailleurs aujourd'hui effectif, qui est entièrement réhabilité. Donc une session qui a été réalisée à 920 000 euros. Donc, il y a le foyer de travailleurs aussi, un bâtiment neuf sur la partie est du site, qui a été habité également et qui est aujourd'hui ouvert. Et il y a des sessions qui sont prévues, qui ne sont pas encore actées, parce que les projets ne sont pas encore ficelés, mais elles sont prévues. Donc, notamment le CMPP, des rétrocessions d'espace public aussi, qui sont prévues pour les collectivités. Et autrement, des pourparlers sur d'autres sessions qui sont en cours, pas encore finalisées, mais qui sont aujourd'hui en discussion pour permettre un petit peu d'avancer sur la finalisation de ce projet qui est loin d'être anodin et qui est très complexe, parce qu'il fait appel à beaucoup de travaux, beaucoup d'acteurs aussi, au passage. Et comme vous allez voir sur la prochaine diapo, il y a quand même eu un investissement financier uniquement sur les travaux qui est très lourd. Parce que si vous faites l'addition, vous arrivez à 4 millions d'euros. Donc, c'est pas anodin. La démolition, je vous apprends rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte très cher. Il y avait des grosses problématiques amiantes sur le site qui ont été révélées au fur et à mesure des travaux également.
Et il y a aussi il y avait une volonté aussi de préserver le patrimoine. Et du coup, il y avait des travaux de réhabilitation très importants qui ont été réalisés sur le site aussi et qui se sont achevés ce mois-ci. Tout ça pour vous conclure et vous dire qu'aujourd'hui, on a une échéance de convention à l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, sur un projet qui est complexe, qui est sans doute un des plus complexes qu'on a, je pense, à l'échelle régionale d'ailleurs. Et qu'on a un solde financier, donc un engagement financier aujourd'hui global, qui est à 5 380 000 €, donc lié bien sûr aux acquisitions qui ont été réalisées, et surtout lié aux postes de travaux qui représentent plus de 2/3, on va dire, de l'engagement financier de l'EPF. Bon, j'en ai terminé. Est-ce que sur cette deuxième convention, il y a des questions ou des remarques? Oui, Émilie? Là, c'est à l'instant. Vous voulez répondre? Non, là, c'est à l'instant T, la présentation qui a été faite. Il y a des négociations, il y a des ventes à venir. Il y a des ventes à venir avec notamment que l'agglomération, parce qu'il n'y a que l'agglomération finalement qui porte des projets sur ce site-là. Et ouais, enfin pour 27 000 €, mais c'est pas. Bon, je veux dire, c'est toujours 27 000 €. Hein. Tu me connais, 27 000 plus 27 000, mais 27 000 sur 5 millions, c'est pas ça qui va donner le coup de pouce ou du moins c'est pas là où ça va pêcher, quoi. Et ben là, l'ordre de grandeur, on est sur des estimations, on est toujours en négociation, on a les estimations des domaines qui ne nous aident pas non plus, parce qu'on est contre, enfin moi je refuse toutes les estimations des domaines par rapport au prix de vente réalisé récemment, et notamment le clos couvert qui est aujourd'hui entièrement aménagé et rénové. Le prix des domaines nous annonce un prix inférieur limite à l'acquisition, maintenant que c'est rénové. Donc voilà. Bon, ça pourrait faire la part belle à l'agglomération, mais il est hors de question quand même qu'on puisse vendre quelque chose aujourd'hui qui est rénové et qui vaut un petit peu plus de. On attendrait des acquisitions entre 1,3 million et 1,4 million. Donc voilà, on est sur cet ordre de grandeur-là. Aujourd'hui, il y a vraiment un débat qui se pose, c'est quelle est la limite de l'intervention de la ville sur un site qui est vraiment dévolu à être entièrement communautaire. Voilà. Donc, prochainement, une réunion entre techniciens va se tenir, entre la ville et l'agglomération, et puis après, une discussion un petit peu plus politique, parce que c'est vrai qu'on peut aujourd'hui se poser des questions du delta à charge, enfin, le reste à charge pour la ville, qui pourrait être entre 500 000 et 1 million d'euros. Je ne vois pas pourquoi la ville paierait autant pour quelque chose qui ne ressemble pas à l'intérêt général pour les Cognaçaises et les Cognaçais. Donc, voilà un petit peu le calcul où on en est. Oui. Oui, voilà, qui ne me satisfait donc pas du tout mes craintes depuis le départ sur cette intervention trop massive. Et j'apprécie les propos de M. Héry qui dit que c'est un dossier qui est, je crois, le plus complexe au niveau de… Voilà. Bon, les difficultés sont là, on va aplanir les choses, on va vraiment regarder, en tout cas pour que le reste à charge pour la ville soit moindre. Voilà. Excusez-moi, juste préciser que l'EPF aussi pourrait être mobilisé pour prendre une partie de ce déficit à sa charge. Minoration déduite, c'est ce qui resterait à la charge entre 500 et aujourd'hui 1 million, la barre très haute. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été clair? Il faut être transparent. On l'a été. Vous connaissez mes craintes sur ce sujet. Finalement, les craintes se sont retournées parce qu'on avait des craintes qui étaient un peu plus portées sur le centre-ville. On sent qu'il y a quand même un espoir
avec les minorations qui vont considérablement entre 20 et 40% certainement par îlot. Donc voilà, j'ai bon espoir avec la SEM Territoire Charente. Sur le Doyenné, nous avons des touches. Voilà, donc voilà, sur le centre-ville, je pense que je suis un petit peu plus optimiste, mais je ne cache pas mes craintes, en tout cas sur le site de l'ancien hôpital, où on pourrait y laisser des plumes. Et ces plumes-là, c'est difficile de les faire expliquer aux Cognacés et aux Cognacés. Voilà. Oui, Mimi. Juste pour compléter effectivement sur Carré Blanc Fauchy, donc on a cette réunion qui est effectivement prévue très bientôt. C'est vrai que les bilans économiques sont quand même pas simples à faire tourner pour arriver à quelque chose d'économiquement viable. Et c'est vrai qu'on espère également pouvoir discuter en tant que SEM Territoire Charente avec l'établissement public foncier par rapport à ces minorations. Je ne vous le cache pas. Mais comme la SEM Territoire Charente interviendrait pour la première fois, je pense qu'un beau cadeau de bienvenue de votre part, Émilie, serait bien. Hein? Mais si. Qui était quand même de droit privé au bout du bout, et il faut quand même qu'elle aille sur des projets qui économiquement tiennent la route. Donc, voilà. Bien. Mais en tout cas, je crois que tout le monde est très motivé pour y arriver. Oui, c'est vrai. Oui, Jonathan. Merci d'abord pour cette présentation qui nous a été faite. J'ai une question, n'a pas été évoqué le terrain Veralia, donc quid de ce terrain-là? Nous sommes actuellement pour parler avec l'agglomération. Voilà. Tu as tout compris avec les conventions, tu en as pris acte? Tu es d'accord? Ouais. Bon, Florence. Bon, allez, on considère que c'est acté. Ah, Florence, si. Oui. Non, oui. On n'entendait plus rien là. Hein. Il n'y avait plus de son. On n'entendait plus rien. Oui, d'accord. Et Émilie, tout à l'heure, c'est pareil, je l'ai signalé, on ne l'entendait pas du tout et sur la fin, on l'a entendu. D'accord. Je l'ai signalé et par contre, je pense qu'il y a un problème de bascule. D'accord. Jonathan a simplement posé la question sur le terrain Veralia. Je lui ai expliqué qu'on était en discussion avec l'agglo. Voilà. Merci. Rapport numéro 2, je laisse la parole à Yannick sur une première décision modificative au budget. Nous sommes sur... Oui, je vais peut-être enlever ça. Oui, merci. Donc, on va parler sur la décision modificative numéro 1 sur des mouvements qui concernent notamment les produits fiscaux, notamment la TFPB, donc je rappelle la taxe foncière sur les produits bâtis, qui nous amène d'un côté à une diminution de 66 441 €. Et si on regarde la dotation globale qui, elle, augmente de 21 966 €, vous avez le décompte qui nous ramène à un fonctionnement à moins 44 000. Et puis, en section d'investissement, vous avez une augmentation de 62 328. Vous en avez l'explication détaillée et je peux en revenir bien évidemment dessus. Et je vous invite à regarder le détail sur le tableau qui vous a été fourni en page 2 sur les mouvements et les ajustements des notifications des états fiscaux pour comprendre un peu le pourquoi du comment. Il y a eu évidemment dans cette intégration de la décision modificative le paiement d'honoraires à hauteur de 18 362 € qui correspondent à l'étude menée par Grand Cognac sur la dynamisation fiscale. Et donc, c'est ce versement qui est acté dans cette DM.
Je tiens à préciser qu'au niveau de l'optimisation des bases fiscales, nous avons rencontré le nouveau directeur général des finances publiques hier et il a été décidé que nous continuerons cette optimisation fiscale via la signature d'une convention avec eux pour justement avoir une optimisation la plus concertée et probante. Donc, ces 18 000 € que vous avez représentent 30% de ce qui a été récupéré dans le cadre de l'optimisation et on l'intègre dans cette décision modificative aujourd'hui. Si je fais une extrapolation, évidemment, vous remarquez la somme négative de 1 255 000 sur les bases fiscales. En fin de compte, on obtient un moins 44 000 sur le budget de fonctionnement. À venir, il y aura une autre décision modificative qui, elle, ira dans un sens un peu plus, je dirais, positif, bien que là, c'est une DM qui est juste à l'instant T, on voit ce qui se passe, mais la deuxième décision modificative qui interviendra, je pense, peut-être en juillet ou en septembre, c'est que Grand Cognac va rétrocéder à l'ensemble des communes de sa composante 500 000 €. Et quand on sait que la ville de Cognac pèse à hauteur de 25%, je vous laisse faire le calcul. Donc, nous aurons une bonne surprise dans la prochaine décision modificative. Voilà, donc pas grand-chose à dire sur cette décision modificative, mais je peux répondre à vos questions, bien évidemment. Merci Yannick. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, les 500 000, c'est ce qu'a annoncé le président lors du budget, une dotation de solidarité, voilà, de 500 000 € qui seront donc redistribués à partir des mêmes critères que la dernière fois. Et donc, on a tout à espérer que la ville de Cognac puisse avoir quelques deniers supplémentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci. Je soumets le rapport aux voix. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Ensuite, c'est l'opération de revitalisation du territoire, les ORT. Donc, c'est l'avenant à la convention actant l'engagement dans le programme Petite Ville de demain. Donc, ça ne nous concerne pas directement, mais comme nous avions nous sommes ville action cœur de ville, donc par extension, donc il a été décidé par une grappe, si vous voulez, donc de candidater les villes de Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac simultanément au programme Petite Ville de demain. Elles ont été retenues au titre de ce programme national. Il s'agit aujourd'hui donc de concrétiser cet engagement via la signature d'un avenant à la convention d'ORT valant engagement dans le programme Petite Ville de demain. C'est finalement Action Cœur de Ville pour ces petites villes et notamment le recrutement par l'AGLO donc d'un technicien pour suivre ces dossiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Alors ensuite, pour les délégués communautaires, on l'a déjà vu et ça fait l'objet d'un long exposé, mais on doit le passer ici au conseil municipal. C'est sur le rapport d'observation défini de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté d'agglomération de Grand Cognac, exercice 2017 et suivant. Donc, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté d'agglomération de Grand Cognac pour les exercices 2017 et suivants doit être soumis aux assemblées délibérantes des communes de l'agglomération. Voilà, donc vous en avez pris peut-être connaissance. Il y avait une petite synthèse. La Chambre a pris note des difficultés, en fin de compte, qui ont prévalu à la constitution de cette nouvelle et jeune agglomération, consécutive à une accélération de l'intercommunalisation en 2016. Donc, pas propice à assurer une bonne visibilité pour les 4 anciennes communautés de communes. Il n'y a aucune remarque, en tout cas, sur la situation financière de Grand Cognac, avec un encours de la dette soutenable, un autofinancement à 2,5 millions d'euros, des recettes fiscales dynamiques, 10 à 12 millions d'investissements, une vigilance cependant sur les ressources humaines, avec des efforts à venir sur une meilleure structuration et notamment des plans de prévention en interne. Il faut formaliser le projet de territoire dans un document unique avec impact financier et fiscal.
Et puis, il y a le pôle informatique à structurer. Voilà. Et donc, comme on l'avait dit aussi, c'était l'occasion pour le président de rappeler la dotation exceptionnelle de 500 000 euros. Voilà un petit peu les grandes remarques. Beaucoup de choses ont été, il y avait 12 ou 13 remarques. Beaucoup de remarques ont été déjà entendues ou validées et d'autres sont en cours de réalisation. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet de l'agglomération? Non. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Enfin, c'est la modification, pour ma part, de la composition des commissions municipales environnement et cadre de vie, projet urbain et éducation jeunesse. Donc, il s'agit de modifier la composition des commissions municipales qui avait été entérinée par le conseil municipal le 30 juillet. Donc, il est proposé à l'Assemblée de procéder aux modifications ci-après. Donc, dans la commission environnement, cadre de vie et projet urbain, Aurélie Pinault est remplacée par Patrice Boisson. En sa qualité donc de vice-président de Qualitum, c'était bien d'avoir son regard, en tout cas, sur les aménagements urbains. Et dans la commission éducation jeunesse, Patrice ne voulait plus d'enfants. Donc, il est remplacé par Aurélie Pinault, une jeune maman. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si par moment vous voulez changer de commission, c'est tout à fait normal. Je préfère que vous soyez plus à l'aise dans d'autres commissions que vous sentez utiles. Pas de problème, on le fait savoir et on passe une délib. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que ce rapport amène des remarques ou des questions? Non. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Nadège. Alors, le rapport numéro 6 porte sur le projet éducatif de la ville de Cognac. Le précédent date de 2013 et depuis, on a eu un certain nombre de changements qui sont apparus, notamment avec le transfert des centres de loisirs, des crèches, des bibliothèques, des musées, également une offre plus importante d'actions qui sont dirigées vers la jeunesse et la population en général. Donc, on en a profité pour repenser et compléter le projet éducatif de la ville. Et c'est le pôle éducation jeunesse qui a piloté ce projet en collaboration avec d'autres services municipaux. Et effectivement, il y a un certain nombre de transversalités qui existent avec tous ces services. Donc, ce projet a été conçu et élaboré pour stimuler la mobilisation d'un ensemble de ressources et de pratiques afin de créer une dynamique visant à l'épanouissement de tous. Ce qui est nouveau, c'est que le projet éducatif définit 5 axes majeurs de la politique éducative de la ville. On a l'épanouissement des élèves, la réussite scolaire, l'apprentissage du vivre ensemble, la parentalité, l'éducation à la santé. Ces 5 orientations suivies de fil conducteur pour les différents services. On y retrouve donc le pôle éducation jeunesse, la direction des sports, la direction culture et événementielle, le pôle solidarité et action sociale, le service de la police municipale et le service des espaces publics. Donc, chaque service a fait le diagnostic de son service en termes de personnel, en termes d'organisation, a ensuite défini un certain nombre d'objectifs stratégiques déclinés en objectifs éducatifs et ensuite donc un certain nombre d'actions qui sont conduites sur l'ensemble des territoires et qui sont en direction principalement de la jeunesse, de l'enfance, des seniors, mais aussi de la population. Donc, à titre d'exemple, pour que ce soit un petit peu plus concret, par exemple, le pôle éducation jeunesse a souhaité intégrer nos classes inclusives, donc les IEMA, les ULIS, les ITEP, parce que bien qu'on avait des ULIS, ces classes inclusives n'avaient jamais été portées à l'attention du projet éducatif. On a aussi un axe fort qui est celui de l'éducation civique et du développement durable. Effectivement, c'est dans l'air du temps, mais effectivement, on a cet axe fort et on a mis donc en place dans nos écoles un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une autre action que l'on fait avec la police municipale, c'est les actions de prévention. Et notamment en ce moment, on est sur le permis piéton. Donc effectivement, on travaille de concert avec la police municipale. Donc c'était important effectivement de pouvoir quantifier et de pouvoir écrire toutes ces actions éducatives
que l'on a pour notre population. Donc, ces activités qui sont mises en place, elles se situent à la confluence des partenaires qui apportent soit une aide technique et ou une aide financière. Donc, on y trouve la CAF, la Caisse d'allocation familiale, la Mutualité sociale agricole, les services de l'État avec notamment la Direction régionale des affaires culturelles, la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de protection des populations de la Charente et diverses associations qui œuvrent dans la même direction. À cela, on ajoute aussi le soutien de Grand Cognac qui est notamment intervenu dans le cadre de notre plan de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des écoles. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer le projet éducatif de la ville tel qu'il est joint en annexe. Oui, Jean Hubert. Moi, c'était juste une proposition. Je rebondis là. J'en ai parlé avec Nadège et puis ça concerne un petit peu également Julien. Mais je voulais savoir, parce que des communes le font et ça fait également du sens avec ce qui va se passer samedi. Dans le cadre de ce projet éducatif, je me demandais si la création, enfin, s'il ne pouvait pas être envisagé, la création d'une école de porte-drapeau, parce que des communes le font et on sait que les porte-drapeaux aujourd'hui sont de plus en plus âgés. Et je me disais qu'il y avait une idée de transmission qui pouvait être intéressante également par rapport au volet éducation civique. Et donc, voilà, c'était une proposition que je voulais faire dans ce sens-là, une école de porte-drapeau à Cognac. Alors, ça, c'est effectivement une belle idée qui va effectivement dans le sens de cet axe fort qu'on veut mettre sur l'éducation civique. Des choses aussi qui ont été, qu'on a essayé de faire, mais qui sont tombées à l'eau à cause de la Covid, notamment les cérémonies du 11 novembre avec les participations de classe. Et puis, bon, il n'y a pas que le 11 novembre, mais voilà, l'année était compliquée, mais effectivement, ça peut aussi être une idée rapportée dans cet axe-là. Et puis, bon, comme tu le dis, c'est vrai que c'est aussi un devoir de mémoire. Donc, c'est aussi important de passer ces... comme on le fait aussi en lien avec nos seniors, il y a des actions qui sont menées. Donc, aussi, voilà, en parallèle, ça peut être aussi une chose qu'on peut intégrer. Un mot ? Oui, effectivement, je trouve l'idée bonne, si ce n'est que cette école s'adresserait à quelle tranche d'âge? Là-dessus, je pense que ça se passe essentiellement sur la base du volontariat. Et donc, pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, sur la base du volontariat, avec une promotion J'entends bien. Collège-lycée. Mais ma question est plus technique, parce que si ça s'adresse à des gamins de 10 ou 12 ou 15 ans, enfin 12 ans, on va avoir quelques problèmes à leur faire porter un drapeau qui est normalement porté par un adulte. Oui, mais ça j'entends, mais c'est pour ça, pour moi, c'est voilà, c'est là-dessus sur la base du volontariat, et c'est à partir, on va dire, de la 4e jusqu'à la terminale. D'accord. Vous en parlerez en commission pour... Oui, mais après, effectivement, il faut peut-être voir où ça peut se faire ailleurs. Effectivement, la tranche d'âge est importante parce que sinon, effectivement, on va s'adresser plutôt à des CM2, voilà, des cycles 3. Mais voilà, moi, je ne connais pas le poids d'un drapeau, donc... On a creusé, mais on retient l'idée. Tu m'en avais parlé l'autre jour à la cérémonie, Jean-Hubert. Je pense qu'il serait nécessaire aussi de voir un peu quelles sont les associations qui sont en possession d'un drapeau, qui pour certaines d'entre elles, le drapeau n'est plus sorti depuis des années. Peut-être voir au niveau des différentes associations, parce qu'actuellement, on voit un, voire deux porte-drapeaux lors des manifestations. Si ça se trouve, il y en a beaucoup plus que ça dans les placards. À voir. Et alors, à creuser, mais c'est une bonne idée. Merci. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des remarques sur ce sujet d'abord? Non, je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Nadège. Le rapport numéro 7 porte sur la répartition des charges de fonctionnement entre communes pour les enfants accueillis hors de leur commune de résidence. Donc, l'article L 212-8 du Code de l'éducation fixe le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et des élémentaires qui accueillent des enfants de plusieurs communes.
Lorsqu'une commune de résidence a une capacité d'accueil dans ses établissements scolaires permettant la scolarisation des enfants concernés, elle n'est pas tenue de participer, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation des enfants hors de sa commune. Ainsi, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation hors de son périmètre d'un enfant résidant sur son territoire dans 2 cas. Celui de plein droit lorsque les capacités de l'école de la commune de résidence ne permettent pas de mettre l'enfant donc à l'école, et également à titre dérogatoire dans les cas suivants. Lorsque la commune de résidence dispose de capacités d'accueil, mais que son maire donne son accord à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil. Lorsque les 2 parents ou les tuteurs légaux travaillent et que l'école de la commune de résidence n'assure pas de restauration scolaire ou pas d'accueil périscolaire. Également, lorsque la santé de l'enfant nécessite une hospitalisation régulière dans la commune d'accueil. Et enfin, lorsque l'enfant a un frère ou une sœur qui est scolarisé dans la commune d'accueil en application de l'un des critères visés ci-avant. Il y a donc lieu de définir le montant de la participation à demander à la commune de résidence pour les enfants accueillis de plein droit ou par dérogation en référence au coût moyen départemental par élève. Pour l'année 2020, le coût moyen départemental est fixé à 736 € pour un élève élémentaire et à 1 803 € pour un élève maternel. En conséquence, il est proposé de fixer la participation des communes dont les enfants remplissent les conditions susmentionnées au coût forfaitaire départemental, soit 736 €, soit 1 803 €. Cette participation fera l'objet d'une convention entre la ville de Cognac et la commune de résidence de l'enfant. Ce que je voulais dire, c'est que donc on a fait un état de l'existant. Donc on a effectivement des enfants qui de plein droit, effectivement, ce qui est le cas pour la commune de Javresac qui n'a plus d'école. Donc on rentre effectivement dans une scolarisation de plein droit pour la commune d'accueil. Et là, effectivement, le cadre nous permet d'aller chercher cette participation. Donc, ça concerne 8 enfants. Et ensuite, on a des participations à titre dérogatoire, alors pour des rapprochements de fratrie, d'autres motifs qui peuvent être aussi des motifs professionnels ou de rapprochement aussi familial, et pour lequel les maires ont donné leur autorisation. Donc, au bout du bout, on a un coût global de 23 000 €, effectivement, où les maires sont d'accord pour faire ce règlement-là. Voilà. Donc, il est proposé de fixer la participation forfaitaire aux charges de fonctionnement pour l'année 2020-2021 pour les communes dont les enfants fréquentent de plein droit ou à titre dérogatoire les écoles publiques de la ville, à 736 € pour les élèves en élémentaire et 1 803 € pour les élèves en maternelle. D'autoriser, Monsieur le maire, à signer l'ensemble des pièces nécessaires au versement de la participation dont la convention est jointe en annexe. Merci Nadège. Oui, Émilie. Donc j'interviens au nom de Richard Ferchaud, qui m'a donné son pouvoir ce soir, puisqu'il était lui-même, il était intervenu en commission éducation jeunesse. D'après lui, et enfin ce qu'il vous a explicité en commission éducation jeunesse et d'après le code de l'éducation, c'est le coût réel d'un élève d'école élémentaire et maternelle de Cognac qui devrait servir de base à ce calcul et pas le coût départemental. Et donc, il était extrêmement gêné de voter une délibération qui s'appuie sur quelque chose qui ne respecte pas les textes. Donc, je repose la question qu'il a posée en commission. Alors, bien évidemment, je pense que la ville de Cognac ne souhaite pas asphyxier les petites communes. Et donc, peut-être que c'est une position qui permet de, on va dire, moduler, enfin de minorer un petit peu ce qu'on demande ensuite aux petites communes. Moi, après, ce qui me gêne, c'est que je sais qu'on a ce même débat par rapport à la subvention de l'OGEC. Donc, voilà, on arrive toujours, on y retourne toujours. Voilà. Oui, c'est ça. Donc merci de vos précisions.
Alors, effectivement, on en a débattu avec Richard Ferchaud. Alors, ce que je peux dire, c'est que il nous semble effectivement plus aussi, nous, objectif d'avoir ce coût, cette moyenne départementale, de repartir là-dessus, qu'auparavant, il y a des coûts qui ont été déterminés, qui sont, pour ma part, moins objectifs, qui sortaient du chapeau. Moi, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas comment ce calcul a été fait, mais en tout cas, ne correspondait pas non plus à ce que tu dis, Émilie, au coût soi-disant réel. D'accord, puisque oui, mais Code de l'éducation indique un coût réel qui avait été demandé à Javresac, et je ne sais pas comment ce coût a été calculé. Voilà, donc en ayant un critère plus objectif qui est une moyenne départementale, ça nous semblait effectivement plus cohérent de demander ce coût-là. Effectivement aussi, il n'y a pas l'envie d'asphyxier, comme tu dis, les petites communes. Et encore une fois, le Code de l'éducation ne définit en rien ce coût-là. Il n'y a aucune méthode de calcul dans le Code de l'éducation. Méthode de calcul. Alors moi, personnellement, je n'ai pas lu le Code de l'éducation, donc je parle sous contrôle de Richard. Mais il y a bien marqué, d'après ce qu'il a dit, que c'était le coût réel et pas le forfait départemental. Donc moi, je tiens simplement, avec Richard, on tient à s'assurer que ce soit légal, ce qu'on fait. Après, effectivement, peut-être qu'on ne l'appellera pas coût départemental. Mais encore, voilà. Là, pour moi, c'est jouer sur les mots. Effectivement, on propose une participation à ces communes-là. Effectivement, il n'y a pas l'envie de les asphyxier non plus. On passe de 700 € qui tombent de je ne sais trop où, encore une fois, sorti du chapeau. Je m'excuse, mais moi, je n'étais pas là auparavant. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dont Jonathan, Richard, Ferchaud étaient là. Voilà, faut juste m'expliquer. Je vais, Jonathan, je vais compléter ce que dit Nadège et surtout ce qui a été dit en commission. Là, en effet, le débat a eu lieu avec Richard. Il a été rappelé qu'entre le coût calculé par la collectivité et le coût départemental, il y avait une marge qui était très très petite sur ces deux sommes. Par rapport à la somme des 700 €, notamment par rapport à la ville de Javresac, ce qui avait été négocié à l'époque, au vu des finances de la commune, c'est une négociation qui correspondait à ce que Javresac pouvait en effet apporter en termes de financement, puisque tout le monde le sait, la ville de Javresac n'est pas forcément très riche, pas plus que celle de Cognac, mais qu'en tous les cas, il avait été trouvé un juste équilibre entre leurs finances et leur capacité à financer le coût élève. Et il a été rappelé en commission que, en effet, voilà, quand les calculs avaient été faits par la précédente municipalité et le calcul qu'on nous propose de voter ce soir, ça se jouait à quelques dizaines ou centaines d'euros, enfin dizaines, et que quelque part la ville s'y retrouvait derrière. Et Nadège avait rajouté qu'en effet, alors on appelle ça tarif départemental, mais qu'on pouvait en effet communiquer pour pas dire que c'est un tarif départemental, mais qu'on s'appuyait sur cette base-là pour avoir une vraie base de discussion avec l'ensemble des collectivités. D'autant plus, je voulais juste rajouter que, effectivement, ce coût est concret, c'est une moyenne, et que nous sommes déjà appuyés sur ces coûts-là. Et pour rester cohérent avec ce qu'on a déjà pu demander, de rester cohérent avec ce qu'on va demander là effectivement sur ces communes-là, mais on va le voir dans le prochain rapport sur la classe de UEMA. Quand vous dites que vous avez déjà utilisé ces coûts-là, c'était à quelle occasion? C'était pour faire des demandes aux communes ou c'est pour autre chose? Pour l'OGEC, oui. Florence. Oui, moi j'ai retrouvé la convention qui a été passée en 2019 et le coût qui avait été évalué par la ville de Cognac est de 1 218,41 €, exactement.
J'ai la convention donc, qui a été versée, pour la somme versée en 2019. Donc, il y avait bien eu un calcul. Et effectivement, 1 218 €, c'est énorme pour les petites communes. Hein, ça, je nie pas. Mais il y avait bien eu un calcul de fait. Et voilà. J'ai envoyé Émilie, si elle veut vous le montrer en fin de séance. Bien. Oui, Jonathan. Surtout, je voudrais rappeler en complément, ça a été dit, je l'avais rappelé en commission, c'est que les sommes que l'on demande aux collectivités, l'inverse est vrai aussi. Donc attention aussi, parce que quelque part, le delta qu'il peut y avoir entre ce que demande la collectivité et ce qu'on peut donner à d'autres collectivités peut être aussi en défaveur de la ville de Cognac, d'où un tarif qui soit équivalent. Et il a même été dit en commission que c'est un débat qui devrait avoir lieu au sein de l'instance de l'agglomération, mais que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, qui avait été abordé il y a quelques années, enfin, sous la précédente mandature, et qu'en effet, aucun accord n'a pu se dégager parce que c'est des sommes qui peuvent être extrêmement importantes pour certaines collectivités, et la nôtre y compris, et je pense à Château-Bernard également, puisqu'on sait très bien que les passerelles entre Cognac et Château-Bernard sur des déplacements ou de vie professionnelle ou de vie familiale fait qu'on peut avoir des enfants cognacés qui sont à Château-Bernard et des enfants de Château-Bernard qui sont sur Cognac. Donc attention sur, là il y a une base, alors on peut toujours discuter de cette base-là, mais attention, si on commence à mettre tout le monde autour de la table, on n'est pas sûr que la ville de Cognac sorte gagnante de cette négociation. Voilà. Et j'appuie tes propos qu'il n'y a pas une fois par semaine où un maire ne m'interpelle pas directement par un courrier ou à l'agglomération pour me dire je suis contre cette tarification. Bon, il a beau jeu de dire ça, hein, mais voilà, et on ne souhaite pas payer. Alors, en tous les cas, bon, on envoie la convention à 2 reprises, mais j'en ai un, par exemple, avec qui je m'entends bien, hein, mais qui me dit moi, c'est pas la volonté, c'est la volonté des parents. Le maître, enfin non, là c'était l'État, enfin c'est un petit peu plus compliqué. C'est une classe dans la classe spécialisée, mais voilà, donc il est obligé, le ptio, de venir à Cognac, hein, c'est pas la volonté des parents. Bah, le maire il dit moi je paye pas. Bon, alors il faut aller jusqu'à comment s'appelle, la réquisition, mais c'est vrai que ça met mal. On est très mal à l'aise de faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des incompréhensions des deux côtés, et tu as raison de le rappeler. Bon, même si c'est le forfait départemental qu'on prend pour référence, mais à ce petit jeu, voilà, si demain on devait faire, enfin, on fait les totaux, la ville de Cognac pourrait être aussi perdante si on devait trop augmenter. Voilà. Donc c'est un juste équilibre. Je crois que de toute façon, dans tous les sens, c'est pas du gagnant-gagnant, mais c'est un moment du perdant-perdant aussi, hein, pour tout le monde. Voilà. Bon. Quant aux finances de Jabrosac, moi je les veux bien, hein, Jonathan. Romuald est d'accord. Vous le notez en gras. Excusez-moi. Une abstention de Richard Ferchaud. Je regarde un peu les télés là-haut, je ne sais pas. Oui. Alors ici, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté, donc à l'unanimité, enfin moins une abstention. Nadège, voilà la classe d'ailleurs. Donc, ça fait suite, ce rapport fait suite donc à ce qu'on vient de discuter, puisque là, on va parler des frais de participation de la classe unité d'enseignement maternel autisme, UEMA. Donc, c'est une classe qui a été ouverte en novembre 2020 à l'école Saint-Exupéry et qui, à ce jour, a 4 enfants. C'est une classe qui pourra en compter 6 ou 7. Et donc là, nous avons 3 élèves qui sont de la commune de Cognac et un élève qui est du Rouillaquais. Donc en fait, c'est sur cet élève-là que va porter la demande de participation. Donc là, je ne vais pas vous refaire le principe général, mais là, on est dans le cadre effectivement d'une classe spécialisée
Et donc, l'article de l'éducation nationale nous permet effectivement, pour ces classes spécialisées, pouvoir aller demander aux communes de résidence de participer financièrement pour les enfants. Donc, il aurait lieu de définir le montant de la participation à demander à la commune de résidence pour donc cet enfant qui est accueilli à l'UEMA de Saint-Exupéry. Il est proposé de fixer la participation de la commune de résidence des enfants faisant l'objet d'une affectation obligatoire dans une école de la ville de Cognac à 1 803 € par enfant pour l'année scolaire 2020-2021, donc en référence au coût moyen départemental. Cette participation fera l'objet d'une convention entre la ville de Cognac et la commune de résidence de l'enfant. Il est donc proposé de fixer cette participation forfaitaire aux charges de fonctionnement pour l'année 2020-2021 à 1 803 € par enfant et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires au versement de la participation dont la convention est jointe en annexe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bien, je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Alors, nous avons vécu un énième protocole sanitaire, donc je crois que c'est le 9e qui donc, est apparu le 26 avril et qui nous a obligés à repenser le règlement intérieur de la cantine afin de ne pas pénaliser la facturation des familles. Donc, les nouvelles directives sanitaires précisent que les élèves devront être confiés à leur famille dans les 2 cas suivants: fermeture d'une classe à partir d'une contamination pendant 7 jours consécutifs, et en cas de non-remplacement d'un enseignement, parce qu'effectivement, on a l'interdiction de brasser les élèves, donc on ne peut pas les redispatcher dans les autres classes. Donc, ainsi, ces nouvelles dispositions vont impacter la fabrication des repas pour les cantines scolaires et la facturation auprès des familles. Je rappelle que c'est un coût quand même important, donc les repas sont préparés quelques jours auparavant, et effectivement, s'il y avait fermeture de classe, on ne le saurait qu'au jour le jour. Donc l'idée, c'est d'instaurer le remboursement des repas de famille à partir du premier jour d'absence de l'enfant, et ce jusqu'à son retour à l'école, d'instaurer le remboursement des repas des familles dès lors qu'un enseignant est absent et non remplacé. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du lundi 26 avril, et ce jusqu'au mardi 6 juillet 2021, sous réserve de nouvelles modalités gouvernementales. Elles feront l'objet d'une mise à jour dans le règlement intérieur de la restauration scolaire. Alors, ce que je veux rajouter, c'est que s'il est possible, les repas qui seraient fabriqués mais non livrés, c'est-à-dire qu'il faut le savoir très très vite le matin ou la veille, pourraient être reroutés vers la banque alimentaire, parce qu'on ne casse pas la chaîne du froid. Voilà. S'ils sont livrés, effectivement, malheureusement, c'est poubelle. Merci Nadège. Et encore une fois de plus, félicitations donc à tout le personnel, les employés des écoles qui font un travail formidable, qui s'adaptent jour le jour, qui sont aussi fatigués. Et donc voilà, ça mérite vraiment mes plus vives félicitations. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. José. Oui, alors, dispositif des vacances sportives. Alors, ce dispositif, vous savez qu'il a existé pendant de très nombreuses années, et le dernier en date, il a été effectué à l'été 2018. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui va être relancé cette année, enfin, on espère. Dans le cadre du projet sportif municipal de développer la pratique sportive pour les plus grands nombres, la ville de Cognac propose des stages multisports qui s'adressent aux enfants de 8 à 14 ans. Ce dispositif est mis en œuvre durant les vacances scolaires. Il est encadré et animé par les éducateurs sportifs municipaux. Ce projet a pour objectif la découverte ludique d'activités sportives en y associant
le vivre et le faire ensemble, le bien-être, la socialisation et les responsabilités pour bien grandir et s'émanciper au travers d'activités physiques variées, issues de toutes les grandes familles sportives, individuelles, collectives, d'opposition, d'adresse, aquatiques, nautiques, ainsi que les jeux traditionnels. Vu l'avis favorable de la Commission des sports, culture et événementiels en date du 8 avril 2021, il y a lieu que le conseil municipal adopte le règlement intérieur que vous avez en annexe. Donc, je ne vais pas vous le lire intégralement, mais vous avez tous les détails derrière. Afin que tout participant de stage sportif ou son représentant légal reconnaisse en avoir pris connaissance et accepte les termes en soi-disant et soit conscient qu'il pourra lui être opposé à toute fin utile. Autorise monsieur le maire à le signer, adopte des tarifs tels qu'ils figurent dans le tableau en annexe joint, c'est-à-dire l'annexe numéro 2. Donc là, je vais pouvoir le commenter rapidement parce qu'il est très bref. Donc, pour une semaine complète, vous avez des tarifs pour les enfants issus de la ville de Cognac, c'est 70 €. Et les tarifs pour les enfants issus hors Cognac est de 80 €. Donc, j'ai voulu volontairement maintenir cette différence entre les enfants de Cognac et les enfants hors Cognac, chose qui se pratiquait déjà auparavant. Donc, évidemment, ce tarif et cette différence est très petite. Vous l'avez remarqué, entre 70 et 80 €, c'est très faible. En revanche, peut-être que ce tarif sera modifié, cette différence sera modifiée. Donc, ça va dépendre effectivement du bilan que nous allons faire de ces premiers stages sportifs en espérant que la situation sanitaire nous permette de les réaliser. Parce que je suis résolument optimiste, mais bon, la situation s'améliore, mais on n'est pas encore certain de pouvoir le réaliser, parce que je vous rappelle que ça démarre mi-juillet. Donc, si la situation sanitaire continue à s'améliorer comme elle semble s'améliorer ces derniers jours, on a bon espoir que ça se réalise. Et puis nous en reparlerons. En tout cas, tout est prêt. Tout est prêt pour que ça se passe bien. Oui. Merci José. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Ensuite, c'est l'acquisition des îles de la Reine et des poulies appartenant donc à Grand Cognac. Donc, afin d'assurer la continuité de l'espace forestier du parc François Ier au bord du portail situé sur l'autre rive, la ville souhaite acquérir les îles de la Reine et des poulies appartenant à Grand Cognac. Voilà, donc c'est d'accepter la cession à la ville de Cognac à l'euro symbolique des parcelles AL 1, 2, 3, 5, 14 et 15 appartenant à Grand Cognac pour assurer la continuité de l'espace forestier du parc François Ier au bois du portail. Voilà, et donc de m'autoriser à signer les actes et à intervenir en l'étude de maître Brastad, notaire à Cognac. Voilà, l'occasion pour nous, oui, attends, Jean-Hubert, l'occasion pour nous de condamner de nouveau les actes, je dirais même assassins qu'il y a eu sur ce site-là, il y a maintenant le moins d'un mois. En tout cas, c'est inacceptable. On avait donc porté plainte Yannick au nom de l'agglo parce que c'était quand même sur notre territoire. Donc voilà, donc on en discute beaucoup avec les amis du parc François Ier qui seront d'ailleurs prochainement beaucoup plus identifiés avec un rôle un petit peu plus majeur sur la protection du parc. Voilà, et donc c'est un lieu touristique demeurant parce qu'il y a beaucoup de marcheurs, il y en a beaucoup qui vont jusqu'au bout là, pour voir la cascade d'eau. C'est très sympa. Il y a une vigilance à avoir, en tout cas, et au-delà de la vigilance de la police municipale, je crois que c'est notre devoir à toutes et tous aussi de s'y promener. Plus il y aura de monde, moins il y aura donc de loulous pour aller faire des actes innommables. Voilà. Oui, Jean-Hubert. Moi, je voulais savoir s'il y avait un projet justement d'aménagement doux du site ou si on le laisse comme ça tel quel. Parce que c'est vrai que c'est un site, comme tu dis, qui est fort visité. Et moi, je vais courir là-bas assez régulièrement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas volonté, ça, il n'y aura jamais de. On le laisse tel quel. Et puis voilà. Non, ça ne sera jamais un Central Park ou Center Park, du moins. Mais on veut garder son caractère, en tout cas sauvage. En tout cas, ce qui est vu avec Francis Bardot et puis avec les bénévoles du parc,
pour faire en effet tout le tour de l'île quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà, mais ça sera jamais quelque chose comme un jardin public où voilà, on veut garder le côté naturel, voilà, et sauvage de l'île. D'ailleurs, il y a une action de Éco-Cognac sur ce sujet qui vont nettoyer l'île ce week-end. Voilà. Oui, dimanche. Non, parce que moi, justement, par rapport à ça, je suis complètement d'accord. Mais quand je parlais d'aménagement, c'était espace de pique-nique ou des choses comme ça, enfin, très simple, d'accord. Et jamais, enfin, ça a un coût, je reconnais que c'est peut-être, et c'est hors de propos, mais un système de passerelle entre les îles pour justement les relier par rapport à ces systèmes de marche. Et c'est vrai que quand on va sur ces îles, il y a toujours, entre guillemets, une petite frustration, c'est qu'on ne peut pas traverser, du moins à pied. Et donc là, voilà, c'était à des éléments comme ça auxquels je pensais. À la nage, c'est plus compliqué, j'entends. Bon, promis, on ira ensemble, mais tu vas beaucoup trop vite pour moi. Ok, bah, comme on ne savait pas quoi faire de notre argent, tu le rajoutes au PPI, une passerelle supplémentaire? Non, mais voilà, en tout cas, je te propose de faire. Je vais faire ça pour toi. C'est surtout qu'on ne peut pas tellement y toucher à ces îles parce qu'elles sont protégées, elles sont dans le périmètre en effet du parc et que légalement, il faut qu'on les laisse à l'état sauvage et que tout aménagement, table et tout ça sont prohibés et en effet, l'ADREAL y mettrait un veto. Et on se souvient des projets les plus fous, enfin, portés à l'époque par la communauté de communes, hein, au début, fin des années 90, début des années 2000, avec des volières pour faire des oiseaux rares, des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, hein? Comment? Eh ben, porté par Jérôme, exactement. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est pas l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre possession, que les amis du parc puissent aussi y accéder librement, nettoyer par endroits quelque chose, mais la faune et la flore, et puis voilà, préserver tout ça. Moi, j'incite vraiment les Cognacés et les Cognacés à s'approprier les lieux pour éviter tous les zonards, en tout cas, qui cassent ce magnifique site. Voilà. Bien. Des remarques supplémentaires? Non. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Alors ensuite, c'est sur la vente d'un immeuble. Donc, c'est pour donc un avis sur la vente d'un bâtiment qui appartient à l'établissement public foncier qui est situé donc au numéro 43 avenue Paul Ferry-Neumartel à Cognac. Et donc, il y a monsieur et madame Holder qui se proposent de l'acquérir pour le prix de 139 000 € net vendeur. Voilà. Le bâtiment donc avait été déjà, on va dire, un compromis était en cours d'élaboration avec les consorts rois de mémoire à hauteur de 150 000 €. Ils se sont désistés. L'immeuble a été remis en vente. Voilà. Donc, ça a donné un avis favorable de la commission. Mais en tout cas, il nous faut votre approbation. En tout cas, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Non. Merci. Je soumets le rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le rapport est voté à l'unanimité. Bernard, à toi de faire accélérer le compromis de vente. Bernard, à toi la parole. Alors, la ville de Cognac a engagé l'aménagement de la rue Pierre-Vélan, notamment pour réaliser un parking, et à cet effet va faire réaliser l'enfouissement de la ligne aérienne de communication électronique d'Orange. Une convention est proposée par Orange à cet effet. Donc, il conviendrait en conséquence de conclure une convention entre Orange et la ville de Cognac pour arrêter d'une part le financement de ces travaux à la charge de la ville pour 6 411,81 € et d'autre part les modalités techniques de cette opération. La commission environnement, cadre de vie et projets urbains, réunie le 14 avril 2021, a émis un avis favorable. Il y aurait lieu que le conseil municipal approuve la convention à intervenir entre Orange et la ville de Cognac pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique rue Pierre-Vélan, autorise monsieur le maire à signer la dite convention et tout document afférent à cette opération. Donc, vous avez la convention après. Donc là, on parle bien donc, de l'enfouissement d'une ligne sur la rue Pierre-Vélan. Donc, c'est par rapport aussi à l'aménagement du parking et au-delà du parking, on a été un petit peu plus loin sur un petit bassin d'eau et d'orage sous la parcelle, en tout cas
terrain de sport de Paul Bert. À cette occasion, donc, il y aura donc un petit changement de modification de circulation sur ce sujet, une phase test pour voir l'entrée et la sortie du parking, parce qu'on est dans un endroit un peu biscornu avec la fin de la rue Kervélan, en tout cas, qui est un peu compliqué. Les bouchons aussi au débouché donc, du boulevard. Donc voilà, et puis la sécurité des enfants. Donc voilà, ça s'inscrit dans ce programme d'aménagement. En tout cas, donc voilà, il y aura une phase test de circulation et je sais que Julien et Bernard vont aller faire du porte-à-porte pour exposer le plan de circulation aux riverains, notamment de la rue Bardon, qui sera en sens unique. Voilà, donc je remercie aussi le conseil de quartier qui avait un petit peu travaillé sur ce sujet, les services techniques qui ont travaillé sur l'ingénierie de ce parking-là. Un petit mot quand même, parce que je n'ai pas ma langue de bois, sur Orange. Orange, leader mondial, c'est très bien, développement de la 4G attendu par toutes et tous. Il y a eu des reportages, la 5G, ouais, je reste à la DSL, moi. Et donc la 5G, en tout cas, c'est vrai que c'est attendu par beaucoup de la population, mais il y a une prolifération de poteaux et d'installations de poteaux anarchiques parce qu'ils sous-traitent avec une société. Voilà, donc mon coup de gueule, je crois qu'on on ménage pas nos efforts au quotidien. C'est 1 ou 2 mails personnels que j'envoie à M. Dinary, le responsable. Julien voilà, Julien fait la course, la chasse aux poubelles, mais aussi maintenant aux poteaux anarchiques. Donc voilà, donc c'est très compliqué, en tout cas, parce qu'ils sous-traitent, c'est très difficile à déplacer. Voilà, donc de nous faire remonter, en tout cas, si vous avez des problèmes ou que vous entendez des riverains, nous le faire savoir, parce que nous devons être les yeux et les oreilles d'Orange. Voilà, ont-ils dit. Alors, on va le faire. Voilà, oui, Julien. Peut-être signaler à propos d'Orange qu'ils ont démarré la remise en état peinture de toutes les anciennes armoires cuivre, dites cuivre, de la ville. Vous les connaissez toutes, hein, elles sont un peu réparties sur l'ensemble du territoire. Et je crois que les 7 premières ont été repeintes la semaine dernière. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'aménagement de Paul Bert, sur le changement de circulation, sur Orange, la 5G? Ok, bon, eh bien, écoutez, je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci, le rapport est voté à l'unanimité. Yannick? Sur le rapport numéro 14, on vous propose de délibérer sur une adhésion au centre de gestion 16 qui propose un service qui n'existait pas jusqu'alors de recrutement et renfort-remplacement. Donc, le principe, c'est un peu le même qu'un service d'intérim. Ce sont une mise à disposition de leurs salariés moyennement un coefficient. Et donc, on aurait recours en cas de remplacement rapide pour avoir un vivier, parce qu'il constitue un vivier notamment d'agents administratifs, etc. Donc, je peux répondre aux questions sur le coût. Si vous souhaitez, par exemple, un agent administratif nous reviendrait, charge comprise, à 18 € de l'heure. Voilà. Nous sommes déjà adhérents au centre de gestion. Donc, c'est un service supplémentaire qui existe dans d'autres centres de gestion, mais là, ils l'ont mis en place au 1er janvier 2021. Donc, voilà, on vous propose d'y adhérer. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Très bien, je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci, le rapport est voté à l'unanimité. Yannick, sur le rapport. Sur le rapport numéro 16, il vous est proposé annuellement, pardon, excusez-moi, 15, oui, tout à fait, de création de postes de non permanents pour les remplacements d'un fonctionnaire dans le cadre d'un arrêt maladie et autres. Donc, il faut le prévoir pour avoir de la réactivité et on vous propose donc, dans le cadre d'un accroissement temporaire, de 16 adjoints techniques, 4 adjoints administratifs de catégorie C, 2 techniciens de catégorie B, un attaché de catégorie A. Ce n'est pas des choses que l'on va recruter, c'est la possibilité de faire en urgence s'il y avait un manque dans un des services. Merci Yannick, je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions? Oui, Jonathan, pardon. Alors, ça n'a rien à voir avec, mais un petit peu quand même avec le rapport.
dans quelques jours, Catherine va partir à la retraite. Et donc, c'est avec un grand Eh ben non, plaisir. on a refusé. Voilà. Vous la gardez? Ah bah mince. D'accord avec son mari en plus. Ça, Je t'expliquerai le truc. Voilà. Alors, en tous les cas, c'est ce que je voulais dire, parce que je vais quand même le dire, j'ai été très heureux de travailler avec Catherine, avec son humour, son sourire, sa façon de travailler qui est toujours une joie de pouvoir l'accompagner. Alors, j'allais vous souhaiter, mais j'allais dire, je te souhaite une bonne retraite, Catherine. Alors, pour la petite histoire, Catherine a toujours voulu que je la tutoie et pendant 12 ans, je n'ai jamais réussi à, à la tutoyer. Et donc, je voulais profiter de cette retraite pour voilà, la tutoyer. Ouais, tu oublies quelque chose quand même, le chocolat. Donc, je te rejoins entièrement. Y a-t-il des votes? Enfin, non, oui, alors je soumets le rapport aux voix pour le départ de Catherine. Bien, donc je soumets le rapport aux voix pour le rapport numéro 15. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, le rapport est voté à l'unanimité. Donc ensuite, le rapport numéro 16, Yannick. Dans le cadre de la labellisation de notre ville aux villes d'art et d'histoire depuis 2012, il est recruté des guides référenciés de villes d'art et d'histoire et on vous propose donc d'approuver le recours aux agents vacataires pour la fonction de guide conférencier. Selon les modalités qui sont ci-dessus, je vais les rappeler. Donc, pour un expert, et vous en avez l'explication de la différence de rémunération, donc 20 € de l'heure brute et confirmé un taux horaire à 18 € brut. La différence entre ces deux niveaux s'exprime à travers l'expérience et le niveau de compétence, mais aussi la capacité à réaliser une animation avec un degré de difficulté élevé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci, le rapport est voté à l'unanimité. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin. Oui, Émilie? J'avais simplement une question par rapport à l'état des décisions qui étaient sur table. Je vois une lettre de commande, alors je ne suis pas sûre de bien lire, mais Golf JB Consulting, recherche acquéreur. Est-ce qu'on doit en déduire que vous avez pris la décision de mettre en vente le golf de Cognac? Alors, sur cette question, il n'y a aucune volonté de ma part de cacher les choses. Oui, nous avons, comme clairement expliqué à Charente-Libre et il me semble M. Focard dans Sud-Ouest, un papier. Le choix du cœur, c'est de la DSP. Le choix de la raison, c'est la vente. Aujourd'hui, nous avons prolongé donc la DSP jusqu'au 31 décembre. Nous avons donc demandé… Comment ? Donc, nous avons donc demandé donc, des candidatures donc, pour le choix de la DSP. En même temps, nous étudions, bien entendu, une lettre d'engagement avec un mandataire pour voir combien pourrait se vendre le golf, ce qui est certain, pour qu'on puisse avancer sur cette question et pour qu'on puisse en délibérer tous ensemble. Voilà. Donc, c'est clair, c'est que sur ce sujet, on ne m'aura pas. Je vais, comme dans l'espace 3000 ou d'autres sujets, une totale transparence équitable. J'en ai parlé à Mme Wittmann, parce qu'elle m'a dit, mais est-ce que je dois continuer la DSP ou pas? J'ai dit, écoutez, la décision n'est pas prise entre les élus. Moi, maintenant, j'ai un choix personnel auquel je vous le livrerai dans quelques temps. Mais en tout cas, voilà, il faut avancer à la fois pour une DSP, à la fois, s'il faut, sur une vente. Mais en tout état de cause, ce qui me motivera, en tout cas moi personnellement, c'est sur le projet derrière à tenir. Voilà. Piste reste à l'étude, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Voilà, ben écoutez, je vous remercie en tout cas pour ce conseil municipal. Alors, ce vilain Jonathan Munoz a déjà vendu la mèche sur le départ de Catherine Venturini. Voilà, donc je tenais et le faire savoir ici devant la presse aussi que Catherine Venturini donc nous quitte prochainement dans quelques jours, donc là quitte la collectivité. Catherine, c'est plus de 40 ans de service au sein de la municipalité. Vous en avez vu des maires, vous en avez vu des collaborateurs, vous en avez vu des élus. Je dirais même que vous faites un peu partie des murs. Je sais que il y a des agents comme ça, quand ils partent, ils font l'unanimité, qu'on va regretter.
Je sais que, et comme je vous l'ai dit, je m'excuse encore que vous ayez passé une très mauvaise nuit, moi, le 3 au 4 juillet. Première chose que vous m'avez dit que vous avez passé une nuit blanche, elle avait très peur de l'installation du conseil municipal, de ce nouveau conseil municipal. Je vous avais dit dans le creux de l'oreille que je sais que vous faisiez de l'unanimité. Vous étiez la chouchoute, d'ailleurs, de Michel Jaillat. Il y avait ce lien qui nous unissait. Je tiens à vous dire, en tout cas, que vous nous avez facilité notre installation ici au sein du conseil municipal. Votre présence va beaucoup nous manquer. Ça va nous faire un petit peu plus de chocolat. Mais en tout cas, je sais que voilà, vous êtes toujours la bienvenue. Et je pense sincèrement qu'autour de cette table, on peut vous féliciter et vous applaudir pour le travail formidable. Le micro, vous voulez? Je suis très émue en fait. Ces 42 ans ont passé très vite et je ne me suis jamais ennuyée. Et j'ai rencontré plein de monde passionnant et merci à tous pour également votre accueil parce que ça fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, merci infiniment. Alors, l'occasion aussi pour moi, il y a des départs, mais donc une arrivée, il y a un nouveau visage que vous ne connaissez pas derrière nous. Donc, il y a eu un tuilage qui est fait maintenant depuis quelques semaines. Donc, je souhaite la bienvenue et je sais que ça se passe très, 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 très bien à Yolande Rabi. En tout cas, voilà, bienvenue dans la collectivité et il n'y a pas de raison, on vous fait confiance pour prendre dignement le relais de Catherine et de travailler avec Luc. Voilà. À partir du 11 juin, me dit Philippe. Voilà. Eh ben, bienvenue, Yolande. Merci infiniment pour cette soirée, ce conseil municipal, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.